Merci pour vos interventions. J'ai trouvé ça vraiment complémentaire et assez chouette de vous écouter. Il y a un élément, moi, qui m'interpelle souvent, c'est la pollution des sols. Pardon. Un élément autour de la pollution des sols. Et je voulais juste savoir si vous avez eu justement des cas de pollution des sols, notamment quand on plante du comestible. Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, des clients qui vous ont fait des remarques là-dessus, ou plutôt en lien avec des collectivités ou avec d'autres associations, une interpellation particulière là-dessus? Voilà, je sais que c'est de plus en plus dans les recherches actuelles et qu'on a de plus en plus d'éléments là-dessus. Et je sais aussi que plus on cherche, plus on en trouve. Donc je voulais juste vous écouter sur cette thématique. Oui, alors il faut savoir que tout est pollué. Donc après, alors tout aussi l'eau aussi. Si on commence à se poser des questions sur l'eau, il y a forcément. Alors parfois il y a des végétaux dans les sols, il y a des végétaux qui vont pousser là, qui peuvent indiquer un sol fortement pollué. Je parlais des plantes bioindicatrices tout à l'heure. Alors moi j'ai jamais eu ce problème-là. Par contre, après, il faudrait faire des analyses de sol poussées pour savoir ce qu'il y a vraiment. Mais oui, de toute façon, les pollutions, je dis, c'est les 3 premières causes de disparition de la biodiversité. Là, aussi sur la santé humaine, puisque l'enjeu, c'est vraiment de protéger notre environnement, protéger toute cette nature dont on a besoin, parce que croire qu'on peut continuer à vivre sans, c'est illusoire ou totalement naïf. Et du coup, l'idée, c'est vraiment maintenant qu'on en a pris conscience, c'est vraiment d'agir pour préserver tout cet environnement, juste pour qu'on ne soit pas la prochaine espèce en voie d'extinction. C'est l'enjeu, il est là. Alors, sur les pollutions, malheureusement, il y a déjà tout est pollué. Après, on se rend compte sur les projets que la nature est résiliente, qu'il y a vraiment ça revient, les choses reviennent vite. La seule situation moi que j'ai eue, c'était sur un sol pollué avec des déchets qui avaient été brûlés pendant des années. Et là, à part tout enlever, il n'y avait pas de solution. Alors, moi, j'ai jamais eu de clients qui ont fait la démarche de faire une analyse au niveau des pollutions. Après, de ce que j'ai pu rencontrer dans d'autres cas de figure sur mes anciens postes et de ce que j'ai pu avoir comme échange avec notamment des associations qui travaillent sur Nantes. Enfin, c'est vrai qu'en plus, on est sur un secteur ici où on est directement concerné par la pollution des sols sur l'île de Nantes, où clairement il y a pratiquement personne, enfin en tout cas dans les associations qui interviennent sur tout ce qui est agriculture urbaine, on est pratiquement essentiellement sur de la culture hors sol pour se prémunir de ce risque. Après, je rejoins Julie sur le fait que effectivement, je pense qu'il y a quand même plein de cas de figure où on a des pollutions dont on se rend pas compte. Après, effectivement, il y a des cas où les pollutions, là, on est vraiment sur des pollutions avec des métaux lourds et des substances qui sont vraiment très toxiques. Dans ce cas, moi, les cas que j'ai pu rencontrer en tant que paysagiste concepteur, le choix qui était fait, c'était assez radical. Hein. On est sur de la dépollution des sols. Si on est sur un espace public, on va isoler, soit évacuer ou isoler les terres polluées. Sur lesquelles on va venir apporter quelque chose qui fera isolant entre l'espace extérieur fréquenté par les usagers et ces terres polluées. Mais du coup, on ne va pas s'amuser à planter des végétaux comestibles. Et après, sinon, on est sur la démarche juste de faire du hors-sol et point barre, quoi. Mais j'ai un peu l'impression qu'on ne se pose pas trop la question de justement pour la faune qui va fréquenter ces terrains pollués, où on se dit, on a mis par exemple, disons, 1 mètre de terre végétale par-dessus une terre polluée en se disant que ça va l'isoler de l'espace qui est fréquenté. Est-ce que les animaux qui vont fréquenter les végétaux qui, eux, ont poussé dans bien plus profond qu'1 mètre, est-ce que ça va être néfaste pour eux, ça J'ai l'impression qu'on manque de recul là-dessus. Je n'ai pas l'habitude de parler avec le micro.
Moi, j'ai une question qui est double. En fait, je suis arrivée il y a peu dans un jardin où il n'y avait rien. C'était juste de l'herbe qui était tellement tondue que c'est hyper compact. Il y a beaucoup de porcelles, de plantains, de sénessons. J'ai que ça. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est de savoir par où commencer, d'une part. Et puis après, n'ayant pas vraiment une grande connaissance sur tous les végétaux, de pouvoir me projeter sur ce que ça va donner après. Enfin voilà, après, je sais ce que je veux faire de mon jardin. Les espaces, je les ai pas encore bien déterminés. Où j'ai envie de faire un espace plus détente, un espace potager, etc. Bon, ça reste à affiner. Mais après, comment je vais organiser? Je trouve que c'est compliqué quand on n'a pas les bases de pouvoir se projeter et puis du coup créer son jardin. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Alors, déjà, je conseillerais de ne pas se lancer sur revoir la globalité d'un seul tenant. Je conseillerais de commencer par peut-être une petite partie, commencer se consacrer sur un espace, puis faire au fur et à mesure, pour pouvoir déjà apprendre de comment ça se comporte, ce qu'on va planter dans notre jardin, pouvoir observer comment ça évolue, et après sur la manière de se projeter. Je pense qu'il faut vraiment voir la chose comme trouver l'inspiration ailleurs. Enfin, les paysagistes, en fait, c'est ce qu'ils font. Hein. On n'a pas juste appris comment il fallait faire et on met en application. Ce qu'on fait au quotidien, nous, c'est dès qu'on se balade dans des espaces verts, on regarde en fait ce qui s'y fait. Comment les végétaux ont poussé, ce qui a été associé avec telle et telle plante. Et ça, c'est vraiment, si vous êtes dans cette démarche-là en ce moment, vous verrez au quotidien, si vous essayez de vous mettre ça dans la tête, dès que vous vous baladez, que ce soit en ville, dans des parcs, dans la nature, si vous prenez le temps d'observer les plantes qui y poussent, déjà ça va vous aider à mieux se projeter. Alors le mieux c'est peut-être de prendre des photos aussi pour pouvoir se rappeler ce qu'on a pu voir et identifier certains végétaux. Voilà. Et après peut-être aller en pépinière pour voir aussi des végétaux qui peuvent être eux à des stades plus grands dans certains cas. Je sais pas si oui, après, il y a toute une littérature. Moi, j'aime beaucoup les éditions Terre Vivante et le magazine aussi. Il y a aussi le compromis, alors c'est ce qu'on disait aussi, d'y passer du temps dans son jardin avant de ménager, petit à petit. Laisser peut-être aussi des espaces s'aménager tout seul. Enfin, des fois, ça peut inspirer aussi. Ou justement, après, de prendre des petits espaces, de faire un compromis. Et puis, il y a aussi tout ce qui est atelier, des associations ou des indépendants qui proposent aussi des ateliers. Alors, c'est à la fois un apport, mais aussi des échanges avec les autres participants aussi. C'est ça qui est aussi intéressant et riche. Et puis, c'est un petit peu comme on se met, je sais pas moi, à la cuisine ou au bricolage. Après, on peut trouver de la documentation, des tutos sur Internet ou des choses comme ça. Et c'est effectivement petit à petit quand on n'est pas et en prenant des exemples. Ouais. Je me demandais comment vous anticipiez sinon la raréfaction de l'eau, en tous les cas la diminution des réserves d'eau et la gestion de l'eau dans un jardin, parce que c'est quand même une question fondamentale, même si on paille, même si on soigne le sol. Comment vous l'intégrez dans vos réflexions à la fois de paysagiste et de cultivateur? Ouais, alors moi, dans mon cultivateur jardinière, je vais dire jardinière, l'idée c'est pareil, d'implanter des végétaux. Alors au potager, c'est de trouver des variétés qui vont être adaptées et de récolter mes graines. Parce qu'on le sait, les graines, au bout d'un certain nombre de générations, les plantes, elles sont totalement adaptées aux conditions du milieu. Et notamment aussi à la nature du sol, mais au stress hydrique. Donc ça va être déjà dans la sélection des variétés au potager. Au jardin d'ornement, ça va être ce qui pousse. Et là, ça va être vraiment un choix par le dur, avec très peu d'arrosage. Jardin d'ornement, voilà, c'est vraiment 0 arrosage chez moi. Et j'ai pourtant un sol sableux et très peu profond. Donc ça va être ce qui va s'implanter. Donc c'est pour ça le lien avec les plantes spontanées est intéressant, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, celles qui viennent spontanément, elles sont hyper adaptées au milieu.
Et au potager, sur l'eau, ça va être trouver des méthodes d'irrigation où l'eau, elle va être là. Alors, il peut y avoir, là, je teste les Zoya, par exemple, de voir ça, de pailler, mais voilà, dans la sélection des variétés et la récolte des graines. Alors moi par rapport à la question de l'eau, j'y pense en fait dès que je commence à observer un jardin pour le concevoir. Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà observer le terrain, savoir si on est sur un jardin où ça peut être vraiment très très problématique d'avoir une sécheresse. Certains c'est moins le cas puisqu'ils peuvent être situés dans une zone de dépression de nivellement où en fait il y a régulièrement de l'eau de ruissellement qui vient et où les personnes n'auront vraiment pas de soucis. Et après, si on est sur des jardins, donc typiquement un jardin de ville, déjà c'est compliqué. Et après, si on a des jardins qui sont par exemple sur des zones très en pente et où on a l'eau qui s'infiltre pas en fait quand il y a des pluies, il y a plusieurs réponses. Alors déjà, il y a ça tout le monde connaît, c'est dès qu'on peut installer des cuves de récupération des eaux pluviales. Maintenant, ça paraît à peu près évident pour tout le monde, même si c'est pas encore toujours fait. Ensuite, il y a, comme disait Julie, le choix des plantes. Ça, c'est vraiment la base. C'est savoir se tourner vers, si on ne connaît pas, soit vers la bibliographie, soit vers des personnes sachantes. Comme vraiment, je vous conseille aller en pépinière. C'est la différence par rapport à une jardinerie. Hein. Si vous allez en pépinière, vous demandez à la personne qui pourra s'occuper de vous. Elle vous conseillera vraiment sur cette thématique. Et donc, moi, je le dis à tous mes clients, si on me le demande, système d'arrosage automatique, non. Si c'est pour de l'ordre mental, en plus, c'est une hérésie. Donc, non, c'est soit on choisit des végétaux qui seront adaptés, qui survivront à tout ça. Le paillage va faire que les végétaux auront quand même un sol relativement humide. Et puis, s'il y a des végétaux qui malgré le fait qu'on y ait fait attention à choisir les bons végétaux qui ne survivent pas, ben, tant pis pour eux, on les replantera pas, on passera à une autre plante. Et là-dessus, le jardin punk, c'est vrai que c'est assez intéressant par rapport au spontané, parce qu'en fait, une plante, si elle est amenée à se développer sur un terrain spontanément, en général, c'est qu'elle est adaptée au sol, qu'elle est adaptée au milieu. A priori, moi je le fais, hein. Chez moi j'ai un pré où il y a une partie que je fauche pas tous les ans, justement pour observer cet effet d'évolution des strates dans le temps et de formation de strates plus hautes. Donc là, les premières plantes pionnières qui sont arrivées après les prairies classiques, j'ai du saule. Donc on se dit le saule ça aime l'eau. Bah, au final, non, l'été dernier, ça a été hyper sec, les saules, ils n'ont pas bougé. Hein, donc c'est vraiment une histoire de se dire, en fait, il peut y avoir aussi des manières d'aménager, de reconsidérer le spontané comme une manière d'aménager. Du coup, on s'affranchit de ça. Après, sur le potager, c'est autre chose. Mais clairement, plus vous aurez un sol riche en matière organique, avec un paillage important, et plus vous aurez des végétaux résistants, moins vous aurez besoin d'arroser en tout cas. Oui, sur la matière organique, c'est pareil, la présence de matière organique dans le sol, elle agit comme une éponge aussi, donc ça fait aussi une réserve d'eau supplémentaire, bien sûr paillée. Alors le paillage, c'est minimum avec des paillages aérés, puisque le sol a aussi besoin d'oxygène, mais c'est minimum 15 cm pour que ça fasse effet. Et puis surtout le rôle de l'arbre et des arbustes, à la fois pour l'ombre et pour le cycle local de l'eau, et pour cette action bioclimatique liée à l'évapotranspiration. Ça peut aussi, les plantes, elles reprennent, quand je vous disais, quand il fait trop chaud, elles s'arrêtent de pousser, et c'est la nuit, avec ne serait-ce que l'humidité ambiante, qu'elles vont aussi un peu reprendre du poil de la bête. Ça me vient aussi sur un terrain en pente, par exemple, si vous avez un terrain en pente que vous souhaitez aménager et planter, il y a un système qui est issu des principes de permaculture qui ont été pas mal décrits dans plein de livres sur la permaculture, qui est donc les baissières ou les swales en anglais, qui est en fait un système où on vient suivre les courbes de niveau. En fait, on vient repérer quelles sont les courbes de niveau sur ce terrain-là, et on vient implanter la végétation en suivant une courbe de niveau. Et en fait, le principe, c'est de créer comme si on faisait un léger fossé sur une courbe de niveau, et sur la courbe de niveau plus bas,
on vient remettre la terre qui a été creusée, en fait, on vient la mettre sur cet espace pour former comme un petit talus. Et en fait, ça, c'est miraculeux quand il y a des pluies d'orage et qu'il y a eu des sécheresses, parce que l'eau, au lieu de ruisseler tout en bas du terrain, elle est stockée dans un endroit, elle s'infiltre, et du coup, les végétaux qui sont plantés juste après dans le talus bénéficient de cette eau qui s'infiltre. Donc ça, c'est une des bases d'aménagement d'un terrain planté. C'est un peu moins coûteux que de faire des terrasses, du coup, parce qu'il n'y a pas de soutènement ni quoi que ce soit à faire. Il y a juste un petit peu d'huile de coude à utiliser.